BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. C'est parti comme chaque vendredi pour ce grand journal ici en direct de New York depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan à Times Square. On va revenir bien évidemment sur, comme d'habitude, l'actualité, une actualité qui s'oblige quasiment encore à nous une fois de plus, qui s'impose à nous avec ces marchés qui ont été extrêmement volatiles toute cette semaine. Alors quel peut être l'impact sur les marchés en tant que tel, sur cette économie américaine avec notamment la Fed qui a lancé son opération Twist cette semaine. Alors pour le moment ça ne rassure pas véritablement. Dans un instant on va essayer de voir justement quand même quel peut être l'impact d'une telle mesure et comment les marchés peuvent réagir dans les semaines à venir. Mais on va également voir aussi cette économie réelle. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a une différence entre cette économie réelle et peut-être la perception des marchés. On l'a vu peut-être encore aujourd'hui d'une certaine manière avec les résultats de Nike. Et bien on sera avec un des gros chasseurs de tête de la place new-yorkaise qui sera notre invité d'ici quelques minutes. Mais on commence donc tout de suite, Sabrina. Avec notre premier invité, donc Sébastien Ley. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la société de conseil en fusion-acquisition Ley Holding. Alors, volatilité, Emmanuel en a très bien parlé sur ces marchés, semaine folle à Wall Street, gros gadin. Ici, on a parlé beaucoup, bien entendu, de la réunion de la Réserve fédérale américaine. C'était l'événement de la semaine. La Fed qui, tout d'abord, dresse un tableau très sombre de la situation économique avec une économie faible, des risques très importants et qui lance en parallèle donc cette opération Twist. Le marché ne semble pas convaincu. Qu'en pensez-vous ? Force est de constater que cette mesure qui a été annoncée par la Fed était en inadéquation totale avec les attentes des investisseurs. Concrètement, l'instance monétaire américaine s'est contentée d'annoncer qu'elle allait vendre un certain nombre de bons du Trésor, racheter des maturités plus longues pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas, un niveau plancher sur le long terme. La question c'est, est-ce que le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis est véritablement le point crucial à l'heure actuelle ? Je ne le crois pas et les opérateurs de marché ne le croient pas, bien sûr. Je crois que bon nombre d'entre eux aussi attendaient finalement une forme de nouveau stimulus monétaire, peut-être un nouveau. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que quand on a eu vent de cette opération Twist, ça fait maintenant quelques semaines, notamment peut-être au moment du discours de Jackson Hole, les marchés avaient monté. En se disant, bah tiens, la Fed va prendre des mesures. Ça les rassurait de savoir que la Fed allait prendre des mesures. Alors je sais qu'ils ne vont pas toujours y chercher une rationalité folle, mais non. Malgré tout, là ça baisse. Est-ce que ça baisse à cause de cette opération ou est-ce que ça baisse principalement à cause du tableau très très sombre dressé par la Réserve fédérale américaine qui là est une évolution. À Jackson Hole, on avait été aussi rassuré parce que Ben Bernanke nous disait, c'est pas bon, mais c'est peut-être pas si cata que ça. Là, il nous a dit, c'est la catastrophe. Je caricature, mais... Ça baisse parce que la décision était assortie effectivement d'un commentaire assez inquiétant sur l'état de santé de la croissance américaine. Et le même jour, rappelez-vous, on avait aussi des signes inquiétants en direction de la Chine, avec une contraction pour le troisième trimestre de l'indice manufacturier, plus des commentaires autour de cette décision de la Fed, notamment du gérant obligataire de PIMCO, LRIan, qui était aussi assez pessimiste sur l'état de santé de l'économie américaine. Je crois qu'il faut lire entre les lignes aussi et voir que la Fed a posé là les linéaments de sa stratégie pour les mois à venir, à savoir plus d'augmentation de la taille du bilan de la Fed, pas d'intervention générale pour soutenir l'économie, la responsabilité de cette intervention incombant maintenant directement à Barack Obama, aux États, par le truchement des politiques budgétaires et fiscales. Et en quelque sorte, la Fed a repassé le mystérie à l'État américain. Alors, ce qu'on a, ce sont maintenant des interventions ciblées. Celle-là, l'aplanissement de la courbe des taux d'intérêt, c'est certainement une énième tentative de relancer le marché immobilier, mais pas plus. Oui, et donc du coup, ça ne peut pas être de nature à aller plus loin et ça ne sera pas un élément de soutien dans les semaines ou mois à venir puisque la Fed, de toute manière, a dit on n'en fera pas plus. Exact. Et George Soros, pour George Soros qui s'est exprimé cette semaine, ça a fait vraiment un grand bruit sur les marchés. L'économie américaine est déjà en récession. Est-ce que vous pensez qu'on y est déjà ? Oui, je crois qu'on y est déjà. Je crois Même si techniquement on ne l'est pas. On ne l'est pas encore techniquement, mais les causes structurelles qui ont amené la première itération de la crise en 2007 et 2008 sont identiques à celles qui nous mènent doucement mais sûrement vers une autre crise systémique, je crois, même au-delà d'une récession, ces jours-ci. Donc nous ne sommes pas dans une énième crise, mais simplement dans une nouvelle itération de la crise qui a commencé en 2007-2008. Donc finalement, on n'a jamais mis fin à la précédente crise, on a eu un moment de répit, et là on parle, mais on entend, hier on a vraiment entendu le retour de mots qui n'étaient plus là depuis longtemps, même si c'était au pire moment de la crise, on n'a pas obligatoirement parlé de capitalisation. Capitulation. Pardonnez-moi. C'est du langage hier, on a entendu à nouveau parler de capitulation, on a entendu parler de double dip également de retour. Est-ce que c'est vraiment cette situation ? Je crois que les boursiers et les marchés, vous utilisez à bon escient le terme de capitalisation, sont en train de se rendre compte de la réalité, à savoir qu'on n'en est jamais sorti de sa crise et surtout qu'on a une situation, je veux dire, qui est assez similaire à celle de 2007-2008, sauf que l'alpha et l'oméga de la crise, cette fois-ci, ce n'est
plus les créances hypothécaires titrisées américaines, mais les dettes souveraines européennes. Mais les actifs toxiques sont toujours là, avec les mêmes impacts, non seulement sur les banques, mais aussi potentiellement sur l'économie réelle. Et donc ces jours-ci, les marchés financiers ne font que rattraper la réalité. Et comment on fait pour investir dans ce marché ? Dans le marché actuel, lorsqu'on est un boursier, il y a deux possibilités. Soit on a un mandat de long terme et on essaye d'éviter le court terme. On est Warren Buffett et on fait du value investing, on fait des pépites et on tient bon. Quand on est un fonds avec un mandat court terme, étant donné la volatilité, on essaye soit d'être short, soit d'être désinvesti et de rester en cash et d'attendre que la tempête passe. Mais justement, la tempête, là on s'intéressait à la tempête américaine avec le message dressé par la Réserve fédérale américaine. Mais est-ce que l'élément d'incertitude le plus important n'est pas l'élément européen? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend vraiment se développer sur ces marchés américains. Il faut que quelqu'un prenne sa perte en graisse et il faut arrêter ces histoires, arrêter de nous parler. Prenez des mesures. Ça a été encore très clair hier au FMI à Washington et c'est très clair quand on parle avec les financiers américains. Est-ce que c'est réellement ça, l'inquiétude européenne, l'inquiétude la plus forte? Oui, l'élément essentiel aujourd'hui, il est véritablement en Europe. En 2007-2008, c'était les actifs toxiques américains et les banques américaines. Cette fois-ci, ce sont les dettes souveraines, notamment les dettes PIGS et les banques européennes. Quelques chiffres. En 2007-2008, les actifs toxiques, c'était 1500 milliards de dollars. C'était 11% du produit national brut américain. Aujourd'hui, les dettes souveraines des PIGS, c'est 3500 milliards d'euros, donc 3 ou 4 fois plus. Et ça représente 20% du produit national brut de la zone euro. Donc le cœur de la crise est désormais en Europe et au niveau des banques européennes. Et on voit aujourd'hui que les Américains, en particulier Barack Obama était en Irlande récemment, s'inquiètent de cette nouvelle itération de la crise et de l'impact possible, du feedback négatif, je dirais, sur l'économie américaine et les banques américaines. Surtout que ce soit du côté américain ou du côté européen, on n'a pas les marges de manœuvre de 2008. Il n'est pas question de dépenser des milliards de dollars pour faire des plans de relance. Et c'est ça aussi l'inquiétude forte, semble-t-il. Il faut des décisions politiques pour qu'après, ça fonctionne tous ensemble. Exactement, on est bloqué puisqu'on n'a plus les marges de manœuvre budgétaires qu'on avait en 2007-2008 et la pression est désormais sur les États. Et défaut de paiement de la Grèce, vous y croyez ? Alors, c'est pas que j'y crois, c'est plutôt qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les Européens aussi ont une stratégie qui consiste à faire du sauvetage ciblé État par État et à espérer le retour de la croissance comme on attendrait Godot, ou alors aller vers des formes d'intervention supranationale avec ce nouveau fonds de sauvetage. Et à mon avis, la solution, ça serait de présenter des mécanismes ex-ante, justement de défaut ordonné de ces États. Après tout, la Grèce ou le Portugal ne sont pas très différents de l'Argentine ou du Chili dans les années 80. Donc je ne le crains pas, au contraire, mais j'aimerais que les Européens annoncent une vision claire. Que se passe-t-il quand un État doit faire défaut et quelle est la décote pour les créditeurs? Eh bien, vous restez avec nous, on va continuer d'en parler. C'est le Grand Journal, ici en direct de New York sur BFM Business. Des capacités informatiques qui évoluent en fonction des besoins, une facturation à l'usage, la garantie d'un service toujours disponible, la puissance de l'informatique sans les contraintes. Voilà en quelques mots la promesse de Flexible Computing, la gamme d'offres d'infrastructures en mode cloud proposée par Orange Business Services. Flexible et évolutive, ces solutions vous permettent de bâtir une architecture informatique sur mesure, mais aussi d'allouer des ressources supplémentaires quand vos besoins évoluent. Assorties d'un engagement de qualité de service, elles sont adaptées aux activités les plus critiques. Flexible Computing s'adresse à tout type d'entreprise. Prenons le cas d'un site d'e-commerce. Grâce à Flexible Computing, il bénéficiera de plus de ressources et d'un taux de disponibilité garanti pour faire face à ses pics de charge. En période creuse, il consommera moins de ressources et verra donc sa facture diminuer. Les experts d'Edmond Rothschild Asset Management vous livrent leurs convictions dans Décryptage TV. Une rentrée boursière agitée, faut-il continuer à investir en actions? Le message est clair, les actions ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent de la valeur, qui créent de la valeur sur le long terme. L'opinion de Philippe Couvrecel, président du directoire. Et en septembre, à quoi faut-il s'attendre? Nous pensons que cette volatilité va perdurer sur les prochaines semaines. Le mois de septembre va être une course d'obstacles. Les convictions de Philippe Uzan, directeur des gestions. Le fonds EDR Europe Synergie fait preuve de résistance. Pour nous, c'est toujours un investissement de fonds de portefeuille susceptible de surperformer sur longue période. Présentation de ce fonds avec le gérant Philippe Lecoq. Edmond Rothschild Asset Management vous a présenté Décryptage TV. Découvrez l'intégralité de l'émission sur edram.fr. Maintenant, la performance entre dans une nouvelle ère. Obsession du détail, harmonie des formes,
Elle se conjugue désormais avec grâce et sensualité. Maintenant, les plus belles lignes sont des courbes. Maintenant, il y a Infinity. BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. C'est la suite de ce grand journal, toujours en direct de New York. On est toujours depuis les studios du Nasdaq ici à Times Square, toujours avec notre invité Sébastien Ley, le patron de Ley Holding, un spécialiste dans les FUSAC, les fusions-acquisitions, ancien analyste financier dans un grand hedge fund ici aux États-Unis. Et justement, on va continuer à regarder un petit peu cette situation économique. On parlait de l'Europe juste avant de s'interrompre un instant. La situation des banques européennes, semble-t-il, est au centre de toutes les attentions. Christine Lagarde pour le FMI n'arrête pas de dire recapitaliser les banques pour redonner confiance à l'économie. Est-ce qu'il faut en passer par une recapitalisation? Est-ce qu'il faut augmenter les fonds propres de ces banques européennes, à votre avis? Oui, c'est mon opinion. Les bilans des banques européennes sont largués par lardés de l'actif toxique du moment, qui sont ces dettes souveraines des pays européens les plus faibles, des PIGS. Et je dirais que le péché originel de toutes les banques européennes et américaines, il a cherché ici aux États-Unis et dans la sortie de la crise bancaire. Rappelez-vous, en mars 2009, on a permis aux banques, non seulement on les a aidées avec le TARP, mais on leur a permis également artificiellement, de manière comptable, d'arrêter de... Le TARP, c'était le plan de soutien. Exactement, le TARP. Et avec un plan similaire en France aussi. Mais on a surtout permis à toutes ces banques d'arrêter de valoriser leurs actifs au bilan à une valeur de marché et non pas de faire du mark-to-market, comme on dit dans le jargon, mais du mark-to-model. Malheureusement, ce mark-to-model, c'est en train de tourner à du mark-to-n'importe quoi. C'est-à-dire que la plupart des analystes doutent de la valeur des actifs sur le bilan des banques, font leur propre analyse, vendent leur propre analyse, appliquent des décotes. Et donc aujourd'hui, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, regarder la Société Générale ou la BNP Paribas. Il y a besoin, en cas de défaut de la Grèce ou d'un défaut du Portugal et de l'Italie, de lever des fonds propres. Quand on regarde pourtant les chiffres, par exemple, prenons l'exemple d'une banque comme BNP Paribas, l'une des banques les plus solides d'Europe. C'est-à-dire que grosso modo, ce qu'elle nous dit, son estimation à la Grèce est aux alentours de 3 milliards d'euros. Ils vont faire des milliards d'euros de bénéfices cette année. Logiquement, si on regarde sur le papier, ils peuvent faire face à la Grèce. Mais ce qui inquiète, semble-t-il, derrière, c'est le risque espagnol, peut-être le risque italien, qui là devient surmontable. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur le coup d'après ou d'ores et déjà il faut... Déjà, il faut arriver à comprendre le mécanisme de la Grèce. S'il y a une exposition, elle est plutôt de 4 milliards d'euros, en fait 3,8 milliards d'euros. La question, c'est que ça, c'est la valeur faciale de la dette. En réalité, aujourd'hui, elle se négocie à 47% de sa valeur. Et peut-être moins s'il y avait des transactions, peut-être un tiers. Donc théoriquement, les analystes appliquent une décote de 70%. Et donc, ils appliquent une perte sèche de 2,4 milliards d'euros pour la BNP. Si vous faites le même exercice sur l'Italie, vous avez une exposition de 20 milliards d'euros. Et ça, les profits de la BNP ne permettent pas de combler cet écart. Oui, s'il y a une opération vérité sur les banques, il faut lever des fonds. Mais à ce moment-là, c'est une recapitalisation gigantesque. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour recapitaliser toutes les banques européennes en même temps? Moi, je n'utiliserai pas le mot de recapitalisation parce que si on prend cas par cas, par exemple l'exemple de la Société Générale, s'il y a besoin de 4 ou 5 milliards d'euros pour la Société Générale, avant de recapitaliser ou de faire appel aux contribuables, il y a des actifs à céder. La Société Générale possède toujours 70% d'un gestionnaire d'actifs en Californie. Ce n'est pas véritablement le cœur du business de la Générale. Il y a des participations dans Amundi, dans New Edge. Il y a également, vous savez que la Société Générale est aussi un assureur avec Sogecap. Donc il y a les moyens de réduire la taille de ces monstres que sont devenus pour l'économie, y compris l'économie européenne, que sont devenues les banques. Mais est-ce que les marchés américains n'ont pas eu aussi envie, ou ont envie en ce moment, de faire tomber ces banques européennes? Non, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'euroscepticisme sur ce marché américain qui est aussi nourri par le fait qu'ils ne comprennent rien au marché français? Puisque hier, on rencontrait le ministre français de l'économie qui a rencontré ici des grands patrons de banques qui lui ont dit nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'Europe, pourquoi vous n'êtes pas un État fédéral? Alors ils ne comprennent peut-être pas le fonctionnement effectivement de l'économie de tous les jours en Europe, par contre ils comprennent bien les mécanismes financiers et je pense qu'ils sont capables de voir les problèmes de la Grèce, de faire ces analyses, d'appliquer une décote au bilan des banques européennes et de comprendre qu'il y a un problème. Je crois aussi qu'il n'y a pas d'absolution pour les banques américaines. Les banques américaines ont une exposition indirecte à ces problèmes. Si on regarde par exemple qui sont les vendeurs de CDS sur ces dettes, le plus gros vendeur c'est Bank of America. Ouais. C'est pour cela que Barack Obama était en Irlande il y a quelques jours. Ils ont été dégradés. Exactement. En plus, après cette semaine. Donc il n'y a pas d'absolution pour les banques américaines. Le problème vient des banques européennes, mais il y aura une exposition indirecte des banques américaines à un moment donné à un autre. La situation n'est que l'avers et le revers de ce qu'on a connu en 2007-2008.
Allez, il reste simplement inversé. un petit peu de temps pour évoquer à présent votre business à vous. Hein. C'est le conseil en fusion-acquisition. Alors, dans cette période de ralentissement, comment ça se passe? Est-ce que vous le sentez? Alors je dirais, pour paraphraser Charles Dickens, c'est que c'est un conte de deux cités, c'est-à-dire à très haut niveau, la cité des grandes entreprises, pour l'instant on ne voit pas véritablement l'effet. Ouais. Par contre, au niveau des petites et moyennes entreprises, on voit un ralentissement, et on voit un ralentissement sur deux secteurs du marché, qui est celui des introductions en bourse et celui des rachats par effet de levier, donc des fameux LBO. Parce qu'il n'y a plus d'argent disponible ou Alors s'agissant des introductions en bourse, c'est la volatilité qui fait qu'on n'entend toujours pas parler de l'introduction en bourse de Facebook. Groupon et Zynga, ça paraît trop tardé. Je pense que c'était début 2012 et là ils nous disent fin 2012. Donc, il y a un peu de temps, quoi. Groupon et Zynga, on attend toujours. Ils ont franchi la première étape. Le SE1, ça a été repoussé fin octobre. Living Social, qui est un concurrent de Groupon, a annoncé qu'il n'allait pas en bourse. Qu'il n'allait pas en bourse finalement. L'opération est reportée sine die. Ils se contentent de lever sur le marché privé 200 millions de dollars. Mais là, j'ai envie de dire, c'est presque des situations particulières. Groupon, il y a peut-être un problème gigantesque sur le business model qui fait qu'ils ne peuvent pas se présenter au marché. Zynga, ils sont richissimes, ils n'ont pas besoin d'aller faire un petit tour du côté de la bourse pour le moment. Pareil pour Facebook. aussi, Mais vous, qui êtes un peu aussi sur le réseau transatlantique, vous conseillez ici les entreprises françaises. Est-ce que vous le sentez aussi pour vos clients, au-delà de ces grands noms qui sont des cas peut-être particuliers qui seraient peut-être pas allés en bourse même si tout allait bien? Sur les grands noms, pas du tout. Sur les opérations effet de levier, sur le LBO, oui, on commence à le constater car il est dur de trouver du crédit. Petit exemple, en Europe, PPR qui a abandonné l'opération Red Cat. La société devait être achetée par des fonds d'investissement. Et on a aussi Schneider Electric. Et ça, pour vous, c'est vraiment l'exemple de la situation qui fait que c'est compliqué, que les fonds d'investissement ne veulent pas se positionner. C'est pas parce que Red Cat a des multiples qui sont peut-être pas extraordinaires. On peut toujours trouver des cas particuliers, mais quand la même semaine, le LBO sur Red Cat s'est abandonné, celui sur CSA, qui était une filiale de Schneider, est abandonné, plus des prêts qui se font finalement à des taux d'intérêt plus élevés pour acheter ici aux États-Unis Blackboard, ce n'est pas une coïncidence. Mais vous, votre business en tant que tel est aussi impacté? Parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on regarde le business en général et on se dit ça va pas, mais quand on parle aux gens et à plusieurs patrons d'ici, ils nous disent c'est pas si cata que ça malgré tout. Exactement, pas encore. On voit pas encore l'effet. Pas encore, c'est-à-dire que vous inquiétez malgré tout? Oui. Est-ce que vos clients commencent à vous poser des questions? Vous sentez des doutes naître? Non, c'est parce que les structures financières peuvent aussi comporter de la dette dans un certain nombre de transactions et qu'à un certain moment donné, j'attends un renchérissement du coût du crédit qui peut remettre en cause les opérations. Vous êtes plutôt spécialisé sur les petites opérations. Exactement. Et on utilise de la dette dans ce type d'opération aussi. Et là, quand vous parlez aussi avec les banques américaines, vous sentez qu'elles sont plus frileuses justement à prêter? Justement, quand on dit que c'est des entreprises européennes qui arrivent? Elles l'ont toujours été, elles le sont depuis 2008. Donc pas de changement ces dernières semaines. Parce que là, on a vu Match.com qui veut notamment rapatrier ici, semble-t-il, la trésorerie de ce qu'il avait racheté en France de Mythique. En tout cas, c'est ce que Marc Simoncini est venu dire sur BFM Business. C'est un phénomène que vous pouvez entendre également ici, qui vous paraît cohérent? Pas encore. Non, on a entendu ça dans la presse, on a entendu le cas de Siemens, on a entendu le cas de Siemens aussi. Je pense que c'est une peur irrationnelle de toute manière, puisque là on ne parle pas de crédit, mais on parle de dépôt. Je ne pense pas que les dépôts à la Société Générale ou à la BNP soient menacés à l'heure actuelle. Eh bien, merci. Merci d'être venu dans ce grand journal ici en direct de New York. C'était Sébastien Ley de Ley Holding qui était notre invité. Vous restez avec nous, c'est BFM Business.